Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Patrick Baudot, je suis dentiste, chirurgien dentiste à Nancy, donc Grand Est. Et en fait, je me suis formé en fait à j'ai beaucoup de diplômes d'université, en particulier en lien avec le handicap, puisque j'avais fait l'internat, mais qui n'était pas spécialisant à l'époque. Et je me suis formé aussi bien en autisme, en gériatrie, puisque ma patientèle, c'est 40% de personnes âgées, de la cancéro, etc. Donc j'ai essayé de me former un petit peu à ça, puis à l'éthique, et puis à la nutrition, et puis à plein de choses, justement pour essayer d'agglomérer tout ça, et puis de le référencer dans ma structure hospitalière. Je fais aussi des formations en EHPAD pour le personnel soignant, pour les aidants. Donc voilà, j'essaye d'avoir un petit peu de multitâche au niveau hospitalier. Et dans ma structure, en effet, tout est adapté en fait au handicap. On n'a pas un cabinet de 17 mètres carrés comme le référentiel, ou 20 mètres carrés comme le référentiel hospitalier. On a un cabinet qui nous permet d'avoir des personnes inversées, qui nous permet d'avoir des patients en brancard, ça c'est un patient en réveil de coma, d'avoir une radio panoramique adaptée aux personnes à mobilité réduite. Enfin, tout est adapté en fait pour recevoir des patients handicapés. Alors quand je dis des personnes présentant un handicap, c'est des personnes qui sont malades, qui ont des troubles, voilà. Mais ça sera le terme générique que j'utiliserai dans ce cadre-là. Des fois, je n'utiliserai peut-être pas des mots très conventionnels, vous m'en excuserez, hein, je ne vais pas chaque fois dire patient présentant un handicap. Excusez-moi, dans ce cadre-là, c'est comme les troubles du spectre de l'autisme, hein, je vais dire TSA ou autisme. Voilà, donc c'est l'exemple même du cabinet. J'ai un cabinet mobile aussi que j'utilise de moins en moins parce que ça prend énormément de temps de débloquer un cabinet pour 3-4 personnes à mi-temps, puisque je suis à mi-temps. Donc, et mon assistante est à temps complet parce qu'une organisation dans des structures comme ça, c'est très compliqué, étant donné qu'on est obligé de gérer aussi bien les problématiques d'emploi du temps, les patients qui sont gastrotomisés, qui mangent ou qui ne doivent pas manger, régurgiter. Enfin, voilà, tout est bien calé. Je fais aussi des formations assez tôt dans la jeunesse de la vieillesse, et on verra pourquoi tout à l'heure. J'ai fait un travail en 2024 dans le cadre de Sciences Po, d'un master en Sciences Po, un master exécutif en Sciences Po, sur un programme Bien vieillir avec les dents. C'est un peu le résultat, cette conférence ce soir, de ce programme-là. Vous allez voir pourquoi 20 dents au minimum pour 80% des personnes âgées de 85 ans. Parce qu'il y a une réalité bibliographique qui en effet montre que les 20 dents sont importantes pour ralentir l'entrée en dépendance et donc pour favoriser en effet la nutrition, pour éviter la dénutrition des personnes âgées. Et puis je participe à une mission de la Conférence nationale de santé, de la Direction générale de la santé et ministère de la Santé, sur la santé bucco-dentaire. Il n'y en a pas eu depuis X temps. Donc on a cette mission, on est 5 dentistes et on auditionne des personnes d'ailleurs de cette assemblée pour essayer de faire avancer, d'avoir un programme dans les 10 prochaines années sur la santé bucco-dentaire, même s'il n'y a plus beaucoup d'argent, mais je crois que ça tout le monde en est conscient. Mais bon, on va essayer de faire des choses qui vont permettre de faire avancer le schmilblick. Le programme de la soirée. Donc on m'a demandé de faire 45 minutes, 50 minutes. Je vais respecter en effet ce timing. Rappel, parce qu'il n'y a pas que des dentistes sur les pathologies de la sphère orofaciale. On a la carie qui est traditionnellement connue, avec toujours 4 facteurs qui sont communs avec la maladie parodontale. Je simplifie bien sûr, les dentistes, ne m'en veuillez pas. Le but, ce n'est pas de vous faire un cours magistral sur la carie, surtout que vous avez eu un cours sur le sucre hier. C'est vraiment vous donner des exemples. Et puis, comme tout le monde n'est pas dentiste, donc il y a 2 maladies qui sont importantes, la carie, la maladie parodontale, avec 4 facteurs communs. Les bactéries, donc, qui sont différentes dans la carie et la maladie parodontale. Le patient, avec sa génétique, sa maladie, ses médicaments, son âge. Les médicaments, on les verra dans la deuxième partie de la conférence. La plaque bactérienne et le tartre sont des résidus de nourriture avec des bactéries.
et puis le temps sans brossage. Alors je l'ai défini comme ça. Et à chaque fois, donc dans ces deux maladies principales, on peut jouer sur la plaque bactérienne et le temps de brossage, un petit peu sur les bactéries. Mais surtout ces maladies, on a découvert ces quelques dernières années quelles sont la conséquence d'une transition d'une communauté microbienne qui était équilibrée à une dysbiose, c'est-à-dire que les bactéries ont pris l'ascendant et puis ont développé ces maladies. Alors, il y a au-delà de la maladie parodontale de la carie, vous avez bien sûr la dysharmonie dentofaciale, c'est le redressement des dents, donc tout ce qui est orthopédie dentofaciale, les pathologies de l'articulation temporomandibulaire qui sont assez courantes maintenant, le bruxisme, les parafonctions, les chocs, ça arrive souvent, on verra que ça arrive souvent dans certaines pathologies, l'épilepsie, l'autisme, avec l'absence de réflexe du parachute quand on tombe, et puis les cancers buccaux qui sont une pathologie qui a beaucoup augmenté ces derniers temps. En particulier, on dit, à cause aussi du HPV, c'est pour ça qu'en effet, on fait des campagnes de dépistage très tôt, y compris pour les garçons, parce que, en effet, il peut y avoir une incidence dans ce cadre-là sur des pratiques sexuelles, je ne veux pas dire non conventionnelles, parce que maintenant elles sont conventionnelles, mais à multiples partenaires. Et les cancers buccaux sont beaucoup pris en charge maintenant et beaucoup pris en compte dans les pathologies, je dirais, orofaciales, de la sphère orofaciale. Quelques exemples de caries que moi je rencontre avec les polypathologies. C'est peut-être pas très ragoûtant ce que vous allez voir, mais bon, c'est la réalité. On a des phénomènes d'hypominéralisation, de MIH. Là, les dentistes savent ce que c'est. On en rencontre on en rencontre de plus en plus, surtout les pédodontistes. C'est une fragilisation de l'émail pour simplifier. Alors, c'est une pathologie qu'on a du mal à quand même être sûr de la cause, parce qu'on retrouve ces pathologies dans le Moyen-Âge, etc. Mais il semblerait qu'on en ait de plus en plus, et peut-être des effets du bisphénol, des éléments toxiques qu'on a dans la nourriture. Je ne vais pas vous détailler toutes les pathologies. Le syndrome du biberon, c'est chez les jeunes enfants qui ont un biberon la nuit, vous savez, puis qui prennent du sucre, à qui on donne du sucre pour le calmer. Donc on se retrouve, si les dents ne sont pas brossées et si on boit du sucre après le brossage, avec plein de caries. C'est un concept qui est assez détaillé. On peut avoir des reprises de caries au niveau d'une obturation. Moi, j'ai quelques patients qui sont alcooliques et ou drogués et ou tabagiques, avec des caries très particulières. Donc ça, c'est des patients chez lesquels on retrouve, et ça c'est un patient qui avait 25 ans, donc c'est très très jeune, avec une dégradation dentaire très importante. Des antidépresseurs, je pense que mon collègue pharmacien en parlera aussi sur l'aspect dentaire. J'ai une structure épileptique dans mes établissements, donc on a beaucoup de chutes, parce que les gens ne sentent pas venir la crise d'épilepsie, avec beaucoup de traumatismes. Là, on a une structure d'une soixantaine d'enfants et de personnes âgées. Ils ont pratiquement plus de dents et on a beau refaire les couronnes et tout. C'est très compliqué. Mais ça existe, avec des fractures qui peuvent être en effet importantes. On a le bruxisme, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les parafonctions. Je suis quelqu'un qui bruxe avec des petites dents à la fin, donc j'ai une gouttière. La parodontopathie avec, en effet, la gingivite en premier apport et puis en deuxièmement, la destruction de l'os. Donc quand on enlève le tartre, on voit que c'est très inflammatoire et puis qu'il y a une destruction et de la gencive et osseuse. On peut avoir avec des neuroleptiques des gingivites médicamenteuses, à base médicamenteuse, qui sont très très dures à réguler. Donc avec une inflammation gingivale régulière, ça aussi j'en ai pas mal. Des dysharmonies dentofaciales, on en a parlé. Et puis j'ai quelques cancers dus à une évolution d'un kyste, d'une maladie parodontale très importante, où le patient arrive et puis la mâchoire, il ne peut plus la bouger, et avec des destructions très importantes, des fractures de mâchoire. Donc ça arrive régulièrement. Pas régulièrement. Non, heureusement, ça n'arrive pas régulièrement, mais ça peut arriver. On a aussi des petites pathologies, je ne vais pas m'étendre dessus, la langue géographique,
des tumeurs qui peuvent évoluer en cancer, des prétumeurs, des leucoplasies qui peuvent évoluer chez bien sûr des fumeurs. Ça, c'est des choses qu'on peut rencontrer à différents stades. Des candidoses que le dentiste doit dépister aussi. Et puis des subluxations, des luxations. Vous aurez le PowerPoint, enfin, on pourra le fournir le PDF, hein, bien sûr. C'est pas parce que les gens n'ont plus de dents qu'ils n'ont pas de problème. On peut avoir des problèmes complets qui ne sont pas adaptés, voilà, qui peuvent faire des grosses blessures au niveau des patients appareils complets. Alors nous, c'est ce qui avait déclenché la télémédecine bucco-dentaire avec les infirmières au CHRU, en USLD, en SMR. On a des patients qui avalent leurs prothèses. Alors c'est peu courant, mais ça existe. Avec des prothèses qui ne sont pas retrouvées, et une personne qui va faire une dysphagie, qui va avoir du mal à respirer. Et ce n'est pas anodin parce que ça existe de temps en temps, y compris sur des couronnes, des bridges qui sont avalées ou inhalées. Donc là, il faut y penser chez les personnes âgées, en particulier en EHPAD, en structure médicale. Si on retrouve, si la personne n'a plus de dents et qu'on ne sait pas où c'est passé, qu'on n'a pas regardé, ça, il faut vraiment y penser parce que ça, le pronostic vital est vite engagé. Et ça, c'est caractéristique chez la personne âgée, eh ben, des caries. Alors moi, je les appelle les caries en trognon de pomme. Voilà. Alors ça, c'est la maladie parodontale, hein, des dents qui ne tiennent plus, hein, parce qu'il n'y a plus d'os. Je suis désolé hein, pour ceux qui ont déjà pris qui ont déjà un peu mangé. Et puis des caries très particulières. Donc des caries qui se développent très rapidement chez la personne âgée, en particulier en institution, mais aussi avant, parce qu'elles peuvent l'avoir en rentrant en institution, avec des patients pour différents troubles qui ont pas enlevé leur appareil depuis 6 mois, 1 an, qui des fois leurs conjoints ne savent même pas, ou leurs enfants ne savent même pas qu'il y a un appareil, parce que la personne l'a caché, n'a pas voulu le dire, et on se retrouve avec des états dentaires catastrophiques, avec une spécificité de ces caries, ce qu'on appelle les caries en trognon de pomme. Comment ça se caractérise? Ce sont des caries qui sont très spécifiques de la personne âgée, qui passent parce que la gencive a un peu baissé avec le vieillissement, etc., qui passent en dessous du point de contact, et à un moment, ça se casse, ça fait des infections au niveau osseux, et on a cet état dentaire très inflammatoire, qui peut être très, très sensible, très douloureux. Et ça, c'est vraiment pour ceux qui font de la personne âgée à un type avancé, ou même qui voient ça en cabinet. Hein. Moi, je vois des fois en cabinet, avec des caries très évolutives, très rapides. Les causes de l'aggravation de l'état bucco-dentaire quand on vieillit, il est vraiment multiple. On a des vieillissements des éléments de la sphère orofaciale. On va moins saliver, ou moins qualitativement, ou moins quantitativement. On va avoir une usure de l'émail, une immunité moins dynamique, etc. Donc ça joue en effet sur l'apparition des caries. On a un vieillissement général, on peut avoir des troubles cognitifs, on peut oublier de se brosser les dents, on peut avoir un système nerveux et sensoriel qui est moins performant, on peut avoir un goût plus sucré, enfin une envie de goût plus sucré, on peut avoir plein de choses. La prise des médicaments, ça je crois que mon collègue tout à l'heure reviendra sur ça. Les maladies chroniques, bien sûr, tout ce qui est diabète, maladies neurodégénératives, maladies auto-immunes, a un rôle très important sur cette dégradation, hein, parce qu'on oublie d'ailleurs de se brosser, mais aussi parce qu'il y a moins d'attention, on fait moins de bons gestes, on a du mal à brosser parce qu'on a de l'arthrose, enfin plein de choses qui peuvent en effet apparaître. Et puis on a surtout la perte du lien social. Alors pas surtout, mais ça fait partie, où les patients, à partir de 75 ans, on dit à partir de 75 ans, sont en dépression, donc vont moins prendre soin d'eux, sont en veuvage, vont moins sortir. Voilà. Donc à partir de 65, entre 65 et 75 ans, il faut être très vigilant sur ces personnes âgées, parce qu'elles ont moins l'envie d'eux, parce qu'elles ont moins le lien social, et elles vont moins prendre soin de leurs dents, de leur sphère orofaciale, mais aussi du reste. Hein. Ça peut être aussi des problématiques qui se surajoutent. Alors, tout ce qui est dentaire, en fait, il y a beaucoup de recherches. Je me suis amusé à faire du PubMed sur l'oralité, sur tout ce qui concerne l'oral. En fait,
ben, on a énormément de recherches, et en particulier sur la maladie parodontale ces derniers temps, parce qu'on a découvert en effet que la maladie parodontale, en particulier, mais aussi les caries, eh ben, provoquaient énormément de maladies, enfin étaient des cofacteurs. Je ne vais pas dire provoquer, parce que ce n'est pas vrai. Ce sont des cofacteurs d'aggravation des maladies générales chroniques qu'on peut retrouver. Donc, bah, on a quelques milliers, centaines de milliers d'articles sur les 10 dernières années, sur tout ce qui est oral, aussi bien sur le microbiote, sur les maladies, sur plein de choses qui sont en lien avec l'oralité. Voilà. Et ça, c'est intéressant de le voir. Il y a plus d'articles que moi j'avais fait la nutrition, que voilà. C'est beaucoup de recherches, et en particulier sur la maladie parodontale. Comment ça se caractérise, le lien entre la santé orale et puis la santé générale? Ben, il y a 3 systèmes, je ne vais pas m'étendre dessus, mais on considère qu'il y a une inflammation chronique qui va suractiver le système immunitaire et qui peut en effet intervenir dans des maladies, en particulier les maladies nouvelles que sont l'infarctus, les maladies auto-immunes, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sollicitation de l'inflammation chronique. C'est-à-dire votre système inflammatoire est toujours en activité. Ça peut jouer en effet sur pas mal de maladies qui sont en lien en fait avec cette inflammation. On a des gènes communs, streptocoque, par exemple de certaines bactéries, en particulier Streptococcus mutans, qui vont déclencher une réponse immunitaire qui va détruire d'autres organes qui ont ces mêmes gènes. Et puis on peut avoir des passages de bactéries très agressives dans les voies sanguines, digestives et pulmonaires. Et par exemple, on a retrouvé dans les plaques d'athérome des traces de bactéries qu'on retrouve dans la maladie parodontale. C'est la même chose dans la maladie d'Alzheimer. Alors, mon propos n'est pas de dire que ces bactéries vont provoquer la maladie. Mais en tout cas, il y a beaucoup de recherches dans ce cadre-là, de corrélation. Mais on peut aussi se dire que dans un diabète, par exemple, on va avoir moins d'hygiène que si on n'a pas de diabète. Donc on a du mal à faire la filiation, mais en tout cas, toutes ces maladies sont prises en compte pour le traitement bucco-dentaire dans la Convention. Je vous ai mis à peu près tous les organes, vous pourrez le retrouver, et toutes les pathologies. Il y a eu une thèse très intéressante de Inkimber à Montpellier, justement sur un petit peu, alors ça va du cancer, ça va de Alzheimer, ça va sur les maladies auto-immunes. Et vous avez des articles régulièrement qui sortent dessus et qui vous permettent d'ailleurs d'asseoir les politiques publiques chez la personne qui est malade ou chez la personne qui est en devenir d'être malade, bien que la prévention soit toujours des fois un gros mot dans notre société. En France en particulier, on a du mal à faire de la prévention primaire, c'est-à-dire avant que la maladie apparaisse. Mais voilà, on y travaille. Et c'est le lieu aussi des URPS, des ARS, de la CNAM, de structures comme nous, d'essayer de motiver un peu les gens sur ce point-là. La nutrition générale, donc en gros, là on va passer sur la personne âgée et sur les personnes âgées. On a 3 systèmes qui sont le bien vieillir, vous avez entendu ça, hein, dans les plans ministériel, c'est bien vieillir. On a le vieillissement normal puis le vieillissement dit pathologique. Le but, quand on dit le vieillissement bien vieillir, c'est de vieillir le maximum en bonne santé, le plus tard possible, d'essayer de ne pas descendre en dépendance ou en perte d'autonomie à 60 ans ou 65 ans, bien que l'âge, des fois, n'est pas un lien particulier. On peut être très bien dépendant à 50 ans parce qu'on a eu un accident vasculaire, un AVC, un accident cardiovasculaire, parce qu'on a eu des problèmes particuliers. Donc, on est bien d'accord que... Mais, quand même, les chiffres montrent qu'à partir de 75-80 ans, on rentre dans un cycle de dépendance. L'âge moyen de la dépendance est environ entre 75 et 80 ans. Donc, en effet, le but, c'est de retarder au maximum cette échéance. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ça coûte très cher de rentrer en dépendance, c'est sûr. Mais aussi parce que pour le confort du patient, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, c'est d'être le plus autonome possible. Quelles sont les bases du bien vieillir ? Dans les publications,
Alors, c'est une alimentation diversifiée en micronutriments et protéines, ce qu'on appelle l'assiette Picasso. Il faut des fruits, des légumes, de la viande, il faut un peu de tout, d'accord? Donc, toutes les couleurs de Picasso dans une de ces périodes. Il faut en effet de tout, manger de tout et à peu près de tout. Une activité physique régulière. Donc ça, c'est en effet, c'est de la prévention, hein. C'est ce qu'on doit faire avant 50 ans, avant 40 ans, avant 30 ans. Donc avoir une activité régulière, une consommation très faible, voire une existence d'alcool et de tabac et de drogue, bien sûr. Un indice de masse corporelle compris entre 18 et 25, avec une tension artérielle normale. Moi, c'est ça que je ne respecte pas, mais c'est ce que je disais toujours. Je ne suis pas assez grand par rapport à mon poids, c'est ce que certains disent. Mais en effet, on doit respecter normalement cet indice de masse corporelle. Des contacts sociaux développés, donc la formation, l'investissement, c'est important en effet à nos âges, ou même plus jeunes. Une attitude positive, voire heureuse, sans épisode de dépression. Des fois, c'est pas évident, hein, parce que ça, on ne le maîtrise pas forcément. Et une capacité de la personne à s'adapter, ça s'appelle la résilience, eh ben, à s'adapter aux problématiques de la vie. Voilà ce qui est défini dans le bien vieillir. Enfin, c'est ce qu'on retrouve, ce qu'on devrait retrouver pour bien vieillir. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, on peut en effet augmenter les problématiques. C'est la bonne base génétique aussi qui joue dans ce cadre-là. Mais c'est ce qui est recommandé dans le bien vieillir. Alors, ce n'est pas forcément évident, hein, parce que avoir toutes ces orientations en même temps, ce n'est pas forcément évident, mais c'est les choses qu'on doit retrouver. Alors la nutrition, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, parce que par exemple, il y a 40 ans, vous disiez le cholestérol, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas manger d'aliments trop gras et tout. Et puis ces derniers temps, alors en effet, il ne faut pas en surajouter, mais on s'est rendu compte que l'apport le cholestérol avait un apport endogène, le mauvais cholestérol, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, avait un apport endogène qui représentait 75% de l'apport. Donc il ne faut pas en surajouter. Mais on a changé un peu cette vision de dire c'est le gras extérieur qui va provoquer la problématique du cholestérol. C'est aussi la biodisponibilité, par exemple, du calcium dans les produits laitiers. On s'est rendu compte que c'est pas parce qu'on mangeait beaucoup plus de lait, enfin qu'on mangeait plus de yaourt, de choses comme ça, qu'on allait fixer plus le calcium. Bien au contraire. Donc il y a des facteurs qui vont justement retirer plus le calcium, même en mangeant des produits laitiers, avec l'acidité, le sucre. La consommation des protéines animales, il y a encore quelques années, on disait il faut manger de la viande, il faut manger de la viande, il faut manger de la viande. Ce n'est pas forcément conseillé. On vous dit maintenant que c'est à modérer. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Et puis, il y a différentes nouvelles disciplines qui sont arrivées, en particulier la nutrigénomique. Donc, c'est l'influence des aliments pour l'expression des gènes. L'exemple le plus courant que vous connaissez, c'est les gènes qui datent de la préhistoire, où on faisait des réserves. Et comme maintenant, on n'a plus besoin de faire de réserves, eh ben, on grossit plus facilement. Si on mange tout le temps, on n'a plus besoin de faire de réserves, par exemple en hiver. Et les gènes, ils n'ont pas compris cette évolution rapide en quelques années dans ce cadre-là. Donc, la nutrigénomique, c'est aussi, par exemple, on s'est rendu compte que quand on donnait le sein, lorsqu'on avait un enfant, eh ben, l'enfant avait plus de chances de bien grandir par rapport à quand on ne fait pas d'allaitement. Voilà, c'est des choses particulières et c'est très en développement. On a aussi, bien sûr, le microbiote, ça tout le monde en parle, hein, le deuxième cerveau, etc. Ça, c'est les interrelations, un microbiote équilibré pour combler aussi les maladies nouvelles que sont le côlon irritable, etc. Donc ça, c'est des choses que vous avez entendues et qui se développent énormément, où il y a plein de conférences. Vous pouvez voir, c'est très intéressant, avec des interrelations avec le système nerveux central. Donc il y a beaucoup d'évolutions. Je ne vais pas vous détailler la diapo là, vous la lirez à tête reposée. Juste vous dire que les régimes sans glucides, sans lipides, sans protéines, enfin avec beaucoup de protéines, ce n'est pas forcément bon. Et il faut aussi bien des lipides que des sucres, sauf qu'il faut essayer de les classifier. Par exemple, on sait que maintenant, dans les lipides, il faut une base d'oméga 3, d'accord ? Ce sont des acides gras polyinsaturés qu'on retrouve par exemple dans le colza, et encore mieux en longue chaîne dans les poissons, sardines, dans la viande.
et que, en effet, alors plus dans les poissons, les petits poissons en particulier, eh ben, que ce sont des acides gras, du gras à favoriser, à solliciter, plutôt qu'en effet de prendre de l'huile de palme, qui a une problématique par rapport à ça. On a aussi, par exemple, les sucres. Tous les sucres ne se valent pas. C'est l'exemple même du jus d'orange et de l'orange qu'on mange. Quand on mange une orange, en effet, comme il y a des fibres, eh ben, vous allez avoir moins de sucre qui va passer rapidement et on aura un indice glycémique qui sera moins important, donc une décharge d'insuline qui sera moins importante, donc ça sera beaucoup mieux pour l'organisme. C'est comme le pain, quand on prend en effet des produits céréaliers complets, comme il y a des fibres, on va le digérer plus longtemps que si on prend un morceau de sucre ou du Coca-Cola avec du sucre. Donc c'est des choses qu'il faut pas être vraiment se dire non, il faut plus de protéines, il faut plus de sucre, il faut plus de lipides. C'est beaucoup plus compliqué qu'on le dit, et il faut vraiment prendre avec mon professeur de DU de nutrition disait il faut manger un peu de tout et il faut surtout pas se priver, et en particulier pas le plaisir. Voilà. On peut prendre une cuillère de Nutella si on ne prend pas le pot, et si en effet c'est pas tous les jours. Voilà. En gros, c'était ce qu'il disait. Donc on peut manger de la consommation de produits laitiers. Les fameuses 5 fruits et légumes, en fait, c'était au départ 5 portions de fruits et légumes de 80 grammes. Mais on a simplifié pour le discours, mais c'est 5 portions de fruits et légumes. Et puis tout ce qui est limitation de cuisson à haute température, qui vont développer des produits qui sont cancérigènes. Ce n'est pas le barbecue qui va vous provoquer les problématiques. Si Mathieu Delbos était là, je lui aurais redit ça, lui qui aime le barbecue. Mais c'est plutôt les résidus qui entourent, vous savez, le côté croustillant du poulet, des choses comme ça. C'est des bases de chiffres. C'est des choses qui sont oxydantes ou antioxydantes qui peuvent être problématiques dans ce cadre-là. Et c'est souvent ce qu'on retrouve. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut cuire à basse température. Enfin, vous reverrez tout ça. Et puis, bien sûr, une hydratation suffisante, un exercice physique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, il y a aussi la chronobiologie qui est rentrée dans les mœurs, où on sait que le matin, il vaut mieux manger du jambon blanc et des œufs, parce qu'il va y avoir une action de formation des protéines et de rassasiement qui seront plus importantes à midi, et puis qu'il vaut mieux manger un peu plus de sucre l'après-midi, parce que ça va nous permettre de mieux dormir, et qu'il ne faut pas manger trop gras, parce que la purification du foie se fait plutôt à 3 heures du matin, enfin de 3 et 5 heures du matin. Donc la chronobiologie, c'est aussi quelque chose d'important. Si ça vous intéresse, voilà. En gros, c'est le régime crétois méditerranéen que beaucoup de monde ont étudié et qui semble l'un des meilleurs régimes qui permettent de vivre le plus longtemps en bonne santé. Mais, comme je vous l'ai dit, tout est évolutif, donc on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais en tout cas, ça semble être le meilleur régime possible dans ce cadre-là. Alors, pour la personne âgée, on va reprendre ce régime crétois renforcé. On va juste faire des contrôles réguliers sur certaines données. Par exemple le sodium, le potassium, sur des vitamines. On va essayer de donner en effet des compléments alimentaires qui vont permettre d'avoir un équilibre plus important chez la personne pour la personne âgée. On va essayer en effet juste d'augmenter, d'avoir une assiette beaucoup plus protéinée, parce que comme vous le savez, en effet, les personnes âgées font moins d'exercice, vont plus se fatiguer avec l'arthrose, avec des maladies annexes. Et en effet, il faut essayer de compenser cette perte musculaire, et on donne beaucoup plus de protéines. C'est la grosse différence. Et plus d'oméga 3. Voilà. Longue chaîne, donc des petits poissons, des choses comme ça. Pourquoi on ne donne pas forcément des gros poissons ? Vous connaissez un peu la problématique. Les gros poissons mangent les petits poissons et cumulent tout ce qui est produits nocifs, toxiques. Et donc on mange plus de mercure et tout si on prend du saumon que si on prend des petites sardines. Voilà, donc c'est ça. Et puis aussi les plaisirs en lien avec la vie sociale. Je répète, je le dis souvent, mais c'est vraiment très important. Le lien social, aller voir ses grands-parents, partager des choses avec eux, c'est ce qu'il y a le plus important même pour que ils se pomponnent avant que vous veniez.
Enfin voilà, c'est tout un contexte de choses par rapport à ça. La malnutrition et la dénutrition, la différence, eh ben, c'est la malnutrition, c'est quand on va manger ces 3000 calories, mais qu'on va manger que du McDo tous les jours. Donc on va pas avoir forcément tous les bons composés. On va avoir trop de sucre, on va avoir trop de lipides, voilà. Que la dénutrition, c'est quelque chose qui est multifactoriel, qu'on retrouve chez les personnes âgées, et où il y a des définitions très particulières recommandées par la HAS, avec une perte rapide de poids, par exemple, avec une morbidité, elle va provoquer une morbidité, une mortalité plus importante, avec une consommation de ses réserves très importante. Enfin, voilà, la dénutrition, c'est vraiment quelque chose qui a sa propre définition. Et en dentaire, en fait, quand on essaye de faire le lien avec dénutrition et dentaire, enfin avec état dentaire, en fait, la HAS dit non, la dénutrition, c'est tellement multifactoriel qu'on ne peut pas dire que c'est parce qu'il n'y a plus de dents qu'on a un phénomène de dénutrition. Ça participe grandement, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a ce problème de dénutrition. Sur l'impact de la santé orale sur la nutrition, je vous ai dit tout à l'heure, il fallait au moins 20 dents. Il y a une corrélation entre les fameuses 20 dents et des dents occlusées, c'est-à-dire qui se rencontrent, qui permettent de mâcher. Et beaucoup d'études ont montré que si vous aviez beaucoup de lésions carieuses non traitées, en particulier chez la personne âgée par exemple, on a une limitation de la mastication. C'est pareil pour la maladie parodontale. Donc on estime, en tout cas c'est des gros travaux qui ont eu lieu au Japon. En fait, j'ai rien inventé sur les 20 dents. Au Japon, en effet, leur programme, c'est au moins d'avoir 20 dents, voilà, pour pouvoir en fait avoir une mastication correcte. Et il y a ce lien entre la dépendance et l'entrée dans tout ce qui est dépendance et puis perte d'autonomie. Donc, s'il y a un chiffre à retenir, c'est voilà, quand on a en dessous de 20 dents, ça devient une problématique et il va falloir compenser cette problématique des fameuses 20 dents. Le problème, c'est que quand on remplace les dents complémentaires, on n'a pas forcément un confort, par exemple des appareils complets, des prothèses adjointes totales ou amovibles, elles ne vont pas remplacer bien les 20 dents que nous, on a en bouche. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien appréhender. Donc, c'est pour ça qu'au plus loin possible, il faut faire de la prévention pour garder ces fameuses 20 dents et puis cette occlusion entre ces 20 dents qui permettent de ne moins rentrer dans la dénutrition dans cette orientation. Alors, vous avez plein d'autres choses. La prothèse mal adaptée, c'est un risque de malnutrition et de fausse route. Si vous avez une perte de la salivation, on a des problématiques pour manger certains aliments. Donc tout ça, en fait, c'est en lien. Vous pourrez le retrouver sur le PowerPoint ou le PDF. Et technicienne. Donc, en effet, ce sont des choses qu'on retrouve, que vous aurez dans le PowerPoint et dans le PDF. En tout cas, il y a des études qui sont marquées, bravo, qui ont marqué, en effet, cette corrélation entre perte dentaire et problèmes dentaires, caries, problèmes parodontales, et puis entrer dans la dépendance. Ce n'est pas une corrélation stricte, c'est-à-dire c'est pas parce que vous avez plus de dents que vous allez rentrer dans la dépendance, mais en tout cas, c'est une corrélation qui existe en importance. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que il vaut mieux avoir 20 dents saines ou couronnées, plus de 20 dents saines que couronnées, que moins de 20 dents saines ou couronnées, que moins de 20 dents saines ou couronnées avec un appareil, que moins de 20 dents saines ou couronnées, qu'un appareil complet sur un plan, qu'un appareil complet adapté, qu'une bouche sans dents, qu'un appareil complet non adapté sans rien, ou de nombreuses dents cariées non soignées parce qu'on va avoir un état infectieux. Il vaut mieux toujours avoir le maximum, puis après on descend dans les strates. Et chez le brossage sur la personne âgée, il faut toujours mieux avoir du brossage avec dentifrice, avec passage, vous savez, des petits goupillons entre les dents, qu'un brossage de dentifrice 2 fois par jour sans ce passage de goupillons, qu'un brossage sans dentifrice 2 fois par jour, donc juste le brossage mécanique, que le brossage sans dentifrice, et voilà, que pas de brossage du tout, ce qui se passe souvent dans les institutions et dans les structures en EHPAD, ou parce que les patients
ont du mal à se brosser les dents, ont des troubles cognitifs par rapport à ça. C'est toujours, en effet, une graduation, ce qu'on appelle des soins, des actes, du brossage, avec, nous, quand on classifie et qu'on va en structure médicalisée ou en établissement de santé en médico-social, on classifie toujours quand on fait un patient, quand on voit un patient, donc il y a toujours l'autonomie, c'est-à-dire que le patient, il a toute sa tête, il sait qu'il faut qu'il se brosse les dents, il n'a pas trop de problèmes pour manipuler la brosse à dents. Au contrôle, c'est-à-dire on va contrôler qu'il n'a pas oublié de brosser les dents. Au rappel du brossage, parce que des fois avec des troubles cognitifs, les personnes ont oublié de brosser les dents. À l'aide, voilà, et ça c'est souvent ce qui n'est pas fait dans les structures médico-sociales, c'est-à-dire aider le patient à se brosser les dents. Pareil, toujours une graduation, une évaluation, et ça c'est le personnel soignant qui a ce rôle-là. Quelques chiffres, juste pour vous dire qu'on pensait qu'il y aurait 77 millions de personnes à l'horizon 2070. Il faut savoir qu'on a complètement révisé ça. On n'est plus qu'à... On reste autour de 70 millions parce qu'on fait moins d'enfants, parce que la population vieillit, parce qu'on a moins d'immigration, quoi qu'on en entend. Par contre, il y a une augmentation très forte des personnes âgées, donc avec des problèmes bucco-dentaires aussi et de dénutrition qui vont augmenter avec le temps, mais ça, vous l'avez déjà entendu de nombreuses fois. Les statistiques, je les prends avec vraiment parcimonie parce qu'elles datent d'il y a très longtemps. Et j'espère qu'il va y avoir des études qui vont relancer ces statistiques parce qu'on ne peut faire qu'une bonne politique publique en ayant des bonnes statistiques. En gros, on avait 16% des patients, des personnes âgées de plus de 65 ans qui étaient édentées. On a 55% des patients de plus de 75 ans qui avaient un ou deux appareils. On a des personnes qui ont au moins 23 dents qui ont été soit soignées, soit cariées, soit avec des dents absentes. Mais surtout, en résidant en EHPAD, on a 75% des résidents en EHPAD qui ont besoin de soins. C'est une moyenne, c'est entre 50 et 90% selon les études, ou ont besoin de soins, ou ont besoin d'appareils, c'est-à-dire ne peuvent pas manger correctement. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Alors, est-ce que c'est en EHPAD qu'on peut avoir une vraie action ? Moi, je ne le pense pas, même s'il faut garantir une certaine hygiène, il faut essayer de les soigner, mais c'est toujours bien trop tard, et c'est là où vient la prévention dans ce cadre-là. Le problème, c'est que les Français sont des héritiers gaulois qu'ils n'aiment pas qu'on leur impose d'aller faire leur consultation dentaire tous les ans ou tous les 6 mois s'ils ont des pathologies, et que les chiffres sont parlants. Autant en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, entre 85 et 72% des gens vont faire une consultation par an, voilà. Alors que nous, on reste à 43%. Alors ces chiffres ont 10 ans, mais ils sont encore réels. Et souvent, les gens viennent nous voir pour des urgences à 30%, alors que la moyenne en France, dans les pays européens, ils viennent voir un dentiste à 17% pour une urgence. Ça, c'est un gros travail à avoir, et en particulier chez les personnes âgées, puisqu'on voit qu'il y a un décrochage à partir de 85 ans. C'est pour ça que cette date de 85 ans est importante, 75-85 ans. Ils vont plus voir le dentiste à partir d'un certain âge où ça baisse. Donc la prévention, c'est aussi responsabiliser les patients et le plus tôt possible. Le plus tôt possible, vous avez dû entendre parler de la génération sans carie, c'est-à-dire des contrôles dentaires tous les ans qui vont être pris en charge dans le cadre de l'assurance maladie. Ce n'est pas gratuit, hein. L'assurance maladie, c'est vous et moi qui payez, hein. Moi, je déteste ces messages où on nous dit c'est gratuit ou c'est l'État qui vous offre. Non, pas du tout, hein. C'est pas l'État. L'État, c'est vous et c'est moi, c'est nous tous. Donc les messages un peu alambiqués, je déteste un peu. Ça me permet de faire une petite tribune politique, ça me fait plaisir. Voilà. La dénutrition, c'est 400 000 personnes âgées à domicile, hein, donc 10% des personnes âgées qui sont dénutries, hein, pas malnutries, hein, dénutries. La moitié des personnes en EHPAD qui sont dénutries, donc c'est important. Et surtout, quand on hospitalise quelqu'un, on sait que la dénutrition va s'installer très rapidement en hospitalisation. C'est-à-dire que c'est un des facteurs qui va provoquer la dénutrition, même si vous avez des personnes qui sont là pour faire des repas équilibrés, les nutritionnistes qui vont passer, etc. La personne qui va, en particulier âgée,
être en hôpital ou en cancéro, etc., va vite rentrer dans un cycle de dénutrition. Donc, un problème aussi avec les dents, parce qu'il va moins se brosser les dents. Enfin, c'est un cercle vicieux qui va rentrer en action, et ça, c'est une vraie problématique. On a plusieurs recommandations qui ont été plusieurs fois dites. Alors j'ai fait un clin d'œil à, je ne savais pas que le représentant de la RS serait là, mais en effet, en Île-de-France, il y a un grand programme dans ce cadre-là sur les personnes âgées et sur les plans régionaux de santé. Mais il faut savoir que le dentaire est souvent mis de côté ou très sporadiquement. On le retrouve un petit peu dans l'autisme, on le retrouve un petit peu chez la personne âgée. Pourtant, il y a des recommandations qui vous disent qu'il faut un bilan d'entrée en EHPAD avant de rentrer en EHPAD. Il faut que l'hygiène bucco-dentaire fasse partie intégrante de l'hygiène globale, c'est-à-dire qu'une personne qui doit être aidée pour se nettoyer, eh bien, elle doit être aussi aidée pour brosser les dents. Et c'est des comités interministériels qui vous le disent, etc. Mais ce n'est pas pour ça que c'est appliqué. Il y a encore beaucoup de recommandations. Par contre, c'est vrai qu'il y a des recommandations HAS qui ont été faites en 2010 qui disent bien qu'en effet, le personnel soignant, des futures directrices d'EHPAD, a aussi ce rôle d'alerter, de voir s'il y a des problématiques en lien avec les dents, de dénutrition, qu'il y a ce modèle d'éveil quand ils sont en EHPAD. Et ça devrait l'être aussi dans toutes les structures avant l'EHPAD. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur les soins de longue durée, sur les consultations gériatriques, sur les consultations cancéro, etc. On devrait avoir le réflexe dentaire pour éviter que l'état dentaire se dégrade et puis qu'on rentre aussi dans un cycle de dénutrition qui soit augmenté. Donc il faut toujours, dans cette vaste interprofessionnalité ou dans le cadre de l'interprofessionnalisation, il faut que les médecins, les infirmières, les nutritionnistes, les pharmaciens pensent à rappeler aux patients qu'il doit faire une consultation dentaire, pensent qu'il faut qu'il se fasse soigner et pensent qu'en effet, on est dans un cadre où on doit avoir cette relation. Et nous, dentistes, on doit penser que quand il y a un état dentaire qui se dégrade rapidement, eh ben on doit dire que ce n'est pas normal que l'état dentaire se dégrade rapidement. C'est que forcément, dans quelques temps, on va avoir une problématique qui va se poser au niveau du patient, qui peut être le début des troubles cognitifs, qui peut être le début d'une maladie chronique, etc. Et donc le dentiste a ce rôle aussi de dépistage par rapport à ça. On y pense assez rarement. La convention, je ne vais pas vous redonner, mais il y a eu beaucoup d'avancées sur la convention dentaire. Des bilans parodontaux qui ont été pris en charge pour les maladies chroniques, des consultations qui vont être faites dès le plus jeune âge, entre 3 et 24 ans tous les ans, du aller vers pour les EHPAD en particulier. Voilà. Mais ce n'est pas encore complet et il va falloir en effet agrémenter. Par exemple, moi j'ai toujours cette problématique de l'implantologie. Au moins sur une prothèse adjointe, sous une prothèse adjointe complète, parce que c'est toujours mieux un patient qui a 2 appareils, qui peut sourire, qui peut manger correctement, même si on ne retrouve pas la mastication globale, qu'un patient où les prothèses se baladent dans tous les sens et les implants permettent en effet d'avoir cette stabilisation. J'espère qu'un jour on arrivera à cette technique qui est reconnue par tout le monde, pour en effet faciliter à certains âges l'accès aux soins aux patients âgés. Puis il y a ce problème aussi de la mutuelle, un patient âgé qui n'a pas forcément beaucoup de revenus, qui ne rentre pas forcément dans la CMU, CSS, il faut qu'il se paye une mutuelle et souvent les mutuelles sont très chères. Il faut réfléchir en effet à ce que ces actes soient accessibles par des mutuelles. Alors, Gabriel Attal avait fait la mutuelle à 1 € en juin, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été abandonné, mais, ou ça sera peut-être repris, mais c'est des actes comme ça qui vont permettre d'avoir cette interrelation et de dire on va redonner le sourire, on va redonner le plaisir de manger, on va essayer de faire des choses qui permettent de reculer cette dénutrition et en fait de favoriser le bien vieillir. Le dentiste, il a ce rôle-là, c'est aussi de participer à toute cette chaîne médicale, aussi bien du dépistage de la cancérologie ou de la gériatrie, aux pharmaciens, à l'infirmière, à l'aide-soignante, à l'hospitalisation à domicile. Il faut penser que le dentiste
soit à l'intérieur de toute cette chaîne, et c'est le but aussi de ce propos, parce que de cette chaîne de médecins qui ne pensent pas forcément à nous, et nous, on ne pense pas forcément à eux dans ce cadre-là. On va finir par, vous voyez, moi j'ai un cabinet mobile, avec une radio mobile, avec un petit... alors je ne règle pas tout, hein, c'est pas un cabinet mobile qui va permettre de faire 25 extractions, enfin 10 extractions en EHPAD, comme ça, hein, c'est pas si simple que ça. Mais ça permet de rendre des services, et c'est important. Je me bats aussi pour le bilan prévention, aussi à des âges clés chez les chirurgiens, pour les patients. Les âges clés, on sait que la maladie parodontale peut s'aggraver à certains âges, comme entre 35 et 45 ans, ou un petit peu plus âgés. Les fameux 75 ans qui sont importants, là où le patient décroche, hein, dans ce cadre-là. L'âge de rentrée donc, en dépendance, c'est 75-85 ans. Enfin, il y a plein de mesures, petites mesures, qui pourraient favoriser en effet l'aspect de la chirurgie dentaire. Enfin, l'aspect du patient à aller en chirurgie dentaire, chez le chirurgien dentiste. Et de faire de la prévention. La prévention, un travail d'équipe, ça, ce sont les propositions que je vous sors du chapeau de mon travail et de celui de la Conférence nationale de santé qu'on va sûrement mettre en œuvre pour essayer, en effet, d'avoir cette concertation entre les professionnels de santé. La formation et l'information, c'est l'uniformisation des formations initiales dans les professions de santé. C'est pas normal qu'en infirmière, dans certaines formations d'infirmières, on dise qu'il faut brosser les dents avec du coca parce que ça dissout le tartre. Ça, c'est vraiment pas normal. Il faut uniformiser tout ça. Pour les aides-soignantes aussi, il faut les intégrer dans ce cadre-là parce que c'est elles qui vont faire aussi un petit peu de dépistage, qui connaissent très bien les patients. Donc il y a cette uniformisation. Il y a aussi l'action des formations continues dans les structures telles que les EHPAD. Et c'est important aussi, il y a tellement de turnover qu'on sensibilise à chaque fois ce personnel sur le fait qu'il y a besoin, des patients qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on leur rappelle de se brosser les dents. Et une piqûre de rappel type AFGSU, vous savez, sur tout ce qui est tous les 5 ans, une petite piqûre de rappel obligatoire dans les structures médico-sociales, ça serait pas mal. Un renforcement de la formation initiale des chirurgiens dentistes sur la sensibilisation des personnes fragiles. Nous, c'est vrai que les dentistes, on a un petit peu de mal à prendre en compte le handicap, les personnes fragiles, les personnes ayant des troubles. Il faut renforcer cette formation initiale. Et puis, ce partage d'informations, c'est-à-dire que les dentistes aussi aient la volonté de s'inscrire dans des groupements type les CPTS, type les maisons de santé, pour avoir des projets communs. Et puis l'information et formation dès les foyers résidences ou dans les cafés des aidants, etc. Moi, c'est ce que je fais. Je vais dans les résidences, alors quand j'ai un peu le temps, je vais dans les foyers résidences et je leur dis, il faut toujours bien se brosser les dents, etc. Parce que quand vous serez en EHPAD, ça sera souvent dégradé. Il y a la gradation des soins, ça c'est un vaste dossier, on en parle souvent. C'est tout le monde ne peut pas, enfin un dentiste lambda, entre guillemets, qui a une formation initiale normale, ne peut pas prendre forcément un patient qui a une maladie neurocognitive type Alzheimer comme un patient normal. Moi, par exemple, je suis expert en chansons, la Java bleue, etc., avec mon assistante, le jeu, les peluches pour les mamies, etc., parce que ça s'apprend aussi dans ce cadre-là, donc ça doit se faire en formation initiale et en formation continue. Le renforcement des spécialités de type médecine bucco-dentaire, ça c'est mon petit dada, mais ce n'est pas forcément partagé. Et puis la coordination de soins, l'interdisciplinarité, la sensibilisation des patients dans des consultations, comme je vous l'ai dit, dans mon bilan prévention, mais aussi en cancérologie, comment ça s'appelle, vous savez, vous avez maintenant des applications telles ICOP qui détectent, en effet, qui essayent de détecter l'entrée en dépendance. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Des désignations de référents de santé orale dans les établissements médico-sociaux. Parce qu'on a aussi des personnes qui sont malades ou qui ont des troubles et qui vieillissent. Ça, c'est aussi une problématique qu'on rencontre. De l'éducation thérapeutique sur les maladies chroniques, la prise en charge, des hospitalisations longues, la cancérologie, prendre un peu plus en compte toutes ces maladies chroniques. Et puis, on a aussi l'intégration des programmes spécifiques dans les CPTS. Les dentistes ne sont pas assez inclus ou ne s'incluent pas assez dans les CPTS.
l'instauration aussi de programmes partagés avec les nutritionnistes et les orthophonistes. On a vraiment du mal à communiquer ensemble, souvent parce qu'on a des cabinets libéraux séparés. Nous, on a l'avantage dans des structures hospitalières d'avoir tout sur place et de communiquer. Ça, c'est un gros avantage, mais ce n'est pas forcément évident en libéral. Et puis, le développement de la télémédecine bucco-dentaire, en particulier dans les EMS, et ça, c'est quelque chose qui va être référencé à partir de, c'est quoi, janvier ou à février, dans ce cadre-là, où, pourquoi pas, certains pharmaciens ont installé des cabines de télémédecine, pourquoi pas, en effet, faire un passage caméra, former les pharmaciens au passage caméra, puis avoir un relais avec un dentiste. En gros, former les chirurgiens dentistes pour les changements brutaux concernant son patient, en particulier chez les personnes âgées. Un carie multiple, des amaigrissements, un patient qui oublie par exemple 3-4 fois son rendez-vous alors qu'il ne les oubliait pas. Ça, c'est vraiment important. Et puis pour finir, au-delà de toute cette sensibilisation de toute la communauté de santé sur cet aspect de la dénutrition de la personne âgée, mais qui peut aussi intervenir plus tôt, et puis ce qu'on peut faire chacun de notre côté, donc cette interrelation, bah pourquoi pas anticiper, et de plus en plus, c'est l'exemple même de l'exemple de fin, de plus en plus, moi je vois des patients de 85-90 ans qui avaient un état dentaire plutôt correct, et puis tout d'un coup, en 2-3 mois, ça se dégrade, parce qu'il y a une maladie parodontale, etc. Et moi, je me pose de plus en plus la question de couronner et faire des traitements délabrants avant que la maladie apparaisse, pour essayer de garantir un capital dentaire, ces fameuses 20 dents en occlusion, qui permettent en fait de reculer la dénutrition, etc. C'est un vrai cas de conscience, mais que de plus en plus de dentistes qui font beaucoup de gériatrie ont, c'est-à-dire est-ce qu'on couronne avant que la problématique arrive. Je sais que la CNAM, l'assurance maladie, ce n'est pas forcément son trip, mais c'est l'anticipation, et ça c'est aux dentistes et à toute la communauté de participer à ça et d'en discuter dans ce cadre-là. Je vous remercie. Excusez-moi, j'ai été peut-être un peu long. Non, ça a été ?